On n'a pas oublié. Voilà, donc bonjour Virginie, bonjour Séverine, Cécile, Xenia, Nat, Sandra. Bonjour à toutes. On va encore attendre 1 ou 2 minutes pour les connexions des mamans qui seraient en retard. Donc oui, je vous disais, aujourd'hui, on va discuter du langage de détresse des enfants neuroatypiques et notamment TDAH, qui en fait nous fait souvent peur, nous fait souvent réagir et n'est pas forcément facile à comprendre, à gérer et nous-mêmes à accepter. Voilà, j'espère que c'est un thème qu'on n'a pas encore abordé. Je pense que c'est aussi intéressant d'en parler parce que le rapport, donc ça va pour moi, ça va avec la communication. Et du coup, euh, quand on ne comprend pas le mode de communication, quand on ne se comprend pas en mode de communication, ça crée aussi des frictions et des tensions qu'on peut éviter ou en tout cas mieux absorber. Voilà, on a Elisabeth qui nous a rejoint. D'accord, on va attendre 1 minute. Amandine aussi vient d'arriver. Donc voilà, on va encore attendre une petite minute pour démarrer concrètement. J'espère que vous allez bien. Bonjour Elisabeth, merci. Alors oui, effectivement, on peut interagir en me mettant des pouces, des cœurs, c'est toujours voilà sympa d'avoir comment dirais-je de l'interaction également dans le chat. Alors là je vais mettre le chat. Hop, pourquoi pourquoi j'ai pas le chat? Ah voilà. Pendant la conférence, j'évite de regarder le chat. Enfin, je prends des moments pour le regarder parce que sinon, ça me perturbe et du coup, je réponds aux questions et j'interromps mon propos. Voilà. Donc, durant la conférence, si vous pouvez couper micro et caméra. Et puis ensuite, à la fin, on fera un temps de questions-réponses. Donc, où je réponds à vos questions écrites, où vous pouvez ouvrir vos micros et me poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Alors là, je vais éternuer. Désolée, j'espère que vous n'avez pas entendu. J'ai coupé le micro juste avant. Donc voilà, il y a 11 mamans qui sont là. Il est 34. On va, euh, on va commencer à parler de ce sujet. Donc, ce que je vous ai dit en introduction, en attendant que tout le monde arrive, c'est que le langage de détresse, donc j'ai appelé ça quand un enfant me dit je veux mourir, parce que on a récemment eu une maman sur le groupe qui, qui était, comment dirais-je, qui était dans une difficulté par rapport à ça, parce que son enfant ou adolescent, je ne sais plus, non, je crois que c'était un enfant, répétait sans cesse qu'il voulait mourir, que ça n'allait pas. Et puis, de fil en aiguille, durant la conversation, il y a toutes ces phrases en fait qui sont arrivées comme je suis nulle, je te déteste, tu es la pire mère du monde, etc., etc. Donc tout ce langage en fait très violent qui nous met en fait dans une situation toujours émotionnelle complexe. Ça nous fait peur, voire ça nous terrorise. Des fois, ce que j'entends dans les conversations que j'ai déjà pu avoir sur ce sujet. Et donc, il faut bien comprendre que quand l'enfant prononce ce type de phrase, c'est pas forcément qu'il est en difficulté lui-même, c'est que son système nerveux s'embrase, mais en même temps, et c'est là où on va bien dégrossir ça aujourd'hui, notre système nerveux aussi parental, il explose dans ce type de difficulté. Et du coup, ça crée effectivement, dans ce type de propos, quand nos enfants ont ce type de propos, et du coup, on se retrouve en fait euh, à avoir un état émotionnel qui est, comment dirais-je, en alerte lié à ces phrases qu'ils peuvent nous répéter en boucle dans des situations difficiles ou par moments parce que le contexte, parce qu'ils n'arrivent pas à créer soit du lien, soit de la conversation, soit de la compréhension de ce qu'ils ressentent. Donc en fait,
ces mots prononcés ne veulent pas dire ce qu'ils veulent dire. Et ça, c'est des fois très difficile en fait de faire la part des choses pour nous les parents. Donc l'idée, c'est pas de banaliser les paroles des enfants et surtout pas quand ils disent je veux mourir ou que je vais me suicider, etc., etc. On n'est pas là pour banaliser le propos. Je suis pas là en train de vous dire qu'il faut banaliser. Il faut toujours quand même aller creuser, voir ce qui se passe, mais de comprendre que quand les mots sont prononcés et quand ils sont forts, il vaut mieux aller chercher ce qu'il y a réellement derrière. Donc, est-ce que c'est un problème de régulation émotionnelle? Est-ce que c'est un problème de difficulté? Plutôt que de paniquer et de s'inquiéter pour en fait ce qui ne voudrait pas dire ce qu'on a entendu. Quand on a un trouble du neurodéveloppement, donc les enfants notamment, donc là on parle de nos enfants, il faut bien comprendre que donc chez les enfants qui présentent un TDAH, un TSA également, un TOP, en tout cas tel qu'il est défini dans le DMS-5, on sait qu'il y a une immaturité relative du cortex préfrontal. Donc l'immaturité du cortex préfrontal, c'est-à-dire que son développement ne se fait pas au même rythme que des enfants dits neurotypiques. Donc ils ont des difficultés d'inhibition, des difficultés de compréhension de ce qu'ils ressentent, de régulation émotionnelle liée à cette immaturité du cortex préfrontal. Donc, ça fragilise tout le contexte émotionnel. Et en plus, on sait que bien souvent, il y a une hypersensibilité à la frustration. Alors, c'est ce qu'on va appeler aussi une intolérance à la frustration. Et donc, ce qui va générer des mots et des réponses face à nos attentes qui, qui peuvent être vraiment extrêmement fortes et déplacées. Dans des situations de stress, donc un enfant neuroatypique peut être dans une situation de stress face à un brossage de dents, face à aller sous la douche, face à faire ses devoirs, face à mettre la table. Ou bien se rendre compte que en fait, les situations de stress, elles peuvent venir de choses qui sont importantes, mais elles peuvent aussi venir de choses qui nous semblent totalement banales à nous et qui, en fait, eux, les projettent dans une situation de stress. Parce que les phases de transition, elles sont moins bien tolérées, et surtout quand on est enfant ou adolescent, parce qu'en fait, dès qu'on va devoir déplacer son attention sur autre chose, il y a un sas qui va falloir être créé. Donc, quand on a un cortex préfrontal qui se développe différemment, en fait, on a du mal à nuancer, à relativiser, à analyser les choses. Donc, vraiment, je vous recontextualise ça parce que c'est important de vous réexpliquer que votre enfant qui a un TDAH, il n'est pas normal, il n'est pas à corriger, il n'est pas à remettre dans les rails ou à comprendre tout ce qu'il faut comprendre comme on pense dans nos croyances éducatives qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien réaliser que le diagnostic d'un TDAH implique des comportements et un développement différent. Donc, quand on me demande, je vous le redis encore une fois, parce que vous savez, on me demande souvent, mais qu'est-ce qui relève du TDAH, qu'est-ce qui n'en relève pas? Dans notre contexte parental, pour vraiment pouvoir avancer convenablement, tout relève du TDAH. C'est beaucoup plus facile, je vous assure, de voir les choses dans ce cadre-là. Donc, pas comme une excuse, parce qu'il n'y a rien, y a rien à excuser en fait, mais comme quelque chose qui est là réellement, qui existe, qui vit en eux et qui est inhérent et qui est vraiment, alors, invisible à l'œil nu. C'est-à-dire que ce qui est visible, c'est les réactions. Donc, ce qu'on entend, ce qu'on nous dit, ce qu'ils nous disent, etc., ce qu'on n'apprécie pas, la confrontation éducative, ça, c'est ce qu'on entend et ce qu'on voit. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, vous savez que quand on est en stress ou quand voilà, on a des difficultés, donc ça peut vraiment, comme vous dites, ça peut naître, comme je vous disais, ça peut naître de banalités, comme ça peut être des choses qui sont importantes. Mais souvent, on sait que des déclencheurs de crise peuvent venir d'une surstimulation émotionnelle de la journée où il s'est passé des choses vraiment difficiles ou qu'ils ont dû encaisser des choses, alors pas forcément difficiles, mais difficiles pour leur système nerveux. Et donc, à un moment donné, ça va exploser
donc en confrontation avec vous en tant que parent. Et quand cette explosion arrive, vous pouvez entendre des mots, des choses qui ne vous plaisent pas. Les mots de détresse, ça peut aussi être des noms d'oiseaux, des insultes, des choses comme ça. Ça signifie aussi que le système nerveux de vos enfants est en alerte. Et donc, ce n'est plus le cerveau, n'est-ce pas, cortex préfrontal qui résonne. Vous êtes dans le cerveau de l'alerte, donc le cerveau, le limbique, qui prend le dessus. Et quand on est tous énervés, vous voyez, ben, on monte, on monte, on monte. On sait très bien qu'on n'a plus, même nous, quand on est super énervé à vis-à-vis d'eux ou vis-à-vis d'autres situations, on lâche des fois des choses. Alors, on est plus mature. La pire maman, bah oui, tu es la pire maman, exactement. On a aussi nous-mêmes des réactions qui sont pas appropriées. Voilà, souvent, ça va être des déclencheurs de la fatigue, d'une mauvaise journée, des choses comme ça. Donc, en fait, l'enfant ou l'adolescent, il ne formule pas une pensée construite. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il exprime une intensité. Donc, en fait, ce qui vous balance dans la tronche, voilà, pour le dire vraiment de façon crue, c'est pas quelque chose de pensé. Vous voyez, c'est pas cette idée de il me manipule ou il ne sait pas se comporter convenablement, etc. C'est quelque chose qui sort de façon impulsive parce qu'il ne maîtrise pas, il ne maîtrise pas cette intensité émotionnelle interne. Donc, la plupart du temps, quand il va dire je veux mourir ou t'es la pire ou que sais-je, en fait, il est dans une situation où il va devoir réguler sa frustration et qu'il n'y arrive pas. Donc, il faut mener l'enquête ou lire entre les lignes. En gros, je veux mourir, ça peut vouloir dire je suis impuissant, je suis submergé, je ne sais pas comment faire autrement. Donc ça, c'est à nous d'aller en fait apprendre, comprendre, créer de la traduction émotionnelle pour eux et pour nous, pour pouvoir réellement avancer et désamorcer les crises. Et effectivement, avec le temps, de moins en moins entendre ce type de mots, ce type de phrases, pour que, en fait, quand ça arrive aussi, vous soyez beaucoup plus armés dans la relation, dans les conversations que vous allez pouvoir avoir avec eux, pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe réellement. Plus vous allez, en fait, vous prendre du recul, avoir cette traduction émotionnelle, plus vous aurez, en fait, le moyen d'avancer. Parce que votre quête à toutes, n'est-ce pas, qui est la mienne aussi, c'est que nos enfants aient bien, mais aussi et surtout, et ça, souvent, vous avez tendance à l'oublier, que votre relation familiale soit nourrie et paisible, harmonieuse. Donc pour ça, il faut aussi faire un travail, nous, de décodage. Et en général, on décode au travers de nos croyances et de nos habitudes et de nos schémas éducatifs. Donc en fait, ces décharges émotionnelles, ce n'est pas des projets structurés de vous détester, de vous haïr, de vouloir mourir, etc. etc. Ils n'ont pas le temps de les prévoir. Ça peut venir différemment dans d'autres contextes pour des enfants qui développeraient vraiment de l'anxiété, de la phobie scolaire, des choses. Ça, bien sûr, dans ces moments-là, on veille, on écoute, on cherche. Mais quand on est juste dans de la confrontation et qu'on a des mots, des phrases qui sortent comme ça, on prend du recul. On ne se laisse pas impacter par les mots, on essaye de comprendre ce qui se joue. Donc, la plupart du temps, dans ces phrases qui sont dites, c'est plutôt une envie de dire que je ressens que j'ai envie que ça s'arrête, mais je ne sais pas comment faire. Moi, je l'ai vécu la toute première fois avec mon fils quand il avait 4 ans, mon deuxième. Donc, cette histoire que j'ai déjà racontée un grand nombre de fois, mais qui a été vraiment
un moment qui a été très, comment dire, qui m'a ouvert l'esprit sur ce qu'il vivait. Donc, à 4 ans et demi, en plein mois de février, comme maintenant, neige, je trouve mes sandales, je veux partir à l'école avec mes sandales, alors qu'en fait, il fallait mettre les boots. Donc, 4 ans et demi, une demi-heure. J'ai pas lâché, je lâchais pas le morceau, je comprenais pas. J'étais la mère, je sais que tu vas avoir froid aux pieds, évidemment, ça ne fonctionne pas. Je m'énerve, je vous dis une demi-heure, hein, je pense qu'on était bien en retard à l'école. Et j'ai fini par jeter, je ne sais plus quelle paire, dans son visage, à hurler en me demandant qu'est-ce que j'avais fait au bon Dieu pour mériter ça. Et d'ailleurs en lui demandant à lui-même, hein, donc à 4 ans et demi. C'est voilà, j'en suis pas fière, mais je raconte cette histoire parce qu'elle est vraiment intense. Et là, lui, il me regarde, il a 4 ans et demi, il me dit, je ne sais pas pourquoi je fais ça, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas me dire qu'il a prévu pendant une demi-heure de me faire péter les plombs. Je me dis pas ça. Moi, ça a été un choc émotionnel pour moi à ce moment-là en me disant, mais attends, tu es t'es en train de lui dire que en fait, il doit t'écouter, mais lui, il est en train de t'expliquer qu'il peut pas, que c'est au-delà de ses forces. C'est pas qu'il veut pas t'écouter, c'est qu'il peut pas. Donc en fait, lui, il voulait que ça s'arrête, mais il ne pouvait pas l'arrêter. C'est-à-dire que ses sandales, c'était devenu obsessionnel. Et d'ailleurs, on en rit encore parce que il a 13 ans aujourd'hui. On en rit, on sait, voilà, il a envie d'un truc, il veut ce truc. Et alors maintenant, il a appris, mais il le sait. Il me dit, là, je pense à quelque chose, quand on en parle, je pense à quelque chose, si je ne le fais pas là, ou si on ne va pas le faire maintenant, ou si on n'en parle pas, alors que moi, ça faisait 2 semaines qu'il devait faire son truc des dents, là, et que j'arrivais pas à lui faire faire. Voilà, il porte des gouttières et il devait analyser son. Et c'est vraiment, il faut vraiment comprendre ce qui se joue, c'est dans quoi ils sont embarqués. Et donc, quand on prend vraiment cette conscience-là, nous, en tant que parents, on prend un recul dingue par rapport à la situation. Donc, il y a vraiment un écart important entre la situation, l'intensité vécue et les compétences de régulation. Et vous le savez, c'est souvent le matin ou le soir que ça arrive. Au plus souvent, ça peut arriver dans la journée aussi. Le matin, parce que en fait, le cortex préfrontal, il n'est pas encore tout à fait connecté. Donc là, c'était un matin. Mais les crises du soir, les décharges émotionnelles, ça vient aussi par rapport à ça. Donc du coup, le langage devient extrême quand l'émotion l'est. Donc quand vos enfants ont un langage extrême, vous devez, vous, tout de suite penser, OK, langage extrême, émotion extrême. Donc moi, comment je me positionne par rapport à ça? Donc, évidemment, ça, c'est la façon dont il faut procéder, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a dans votre façon de le percevoir, pour la plupart d'entre vous, c'est plutôt une dimension émotionnelle pour vous aussi dans votre propre système nerveux. Donc, vous êtes souvent en face à face, face à deux systèmes nerveux dérégulés, parce que, en fait, quand vous entendez ces mots-là, donc soit vous avez peur, donc la peur, ça dérégule aussi le système. Donc vous allez entrer dans une position de peur, ou alors ça va vous énerver, vous agacer au possible, et donc vous allez rentrer dans la colère ou l'agacement, ou encore l'anxiété. Donc, quand deux systèmes sont en alerte mutuellement, c'est impossible de les réguler. Donc, il faut bien que quelqu'un régule son système émotionnel. Parce que sinon, les relations, elles sont beaucoup trop tendues. Le duel d'impuissance de Winnicott. Ah, je ne connais pas, mais oui, ça doit être. En tout cas, les mots parlent. C'est exactement ça, en fait. Ça ne fonctionnera pas. Et c'est pas un manque d'amour du tout. C'est pas que vous n'aimez pas vos enfants, c'est pas que vous. C'est que, en fait, vous êtes impuissant parce que vous n'avez plus l'espace à l'intérieur de vous pour pouvoir réguler ça. Parce que vous prenez trop à cœur les mots que vous entendez. Ça, ils vous impactent trop, donc ça vous dérégule.
Et du coup, deux systèmes dérégulés, ça ne peut pas se réguler. Donc, il faut bien accepter une chose, c'est que vous allez devoir apprendre, ou en tout cas prendre sur vous pour réguler votre système émotionnel. Parce que nous sommes les adultes et donc ça fait partie de notre job de parents de nous réguler pour faire avancer nos enfants. On ne peut pas leur demander, je sais que des fois ça pique un peu, on ne peut pas demander à nos enfants de la régulation émotionnelle si nous-mêmes on est en incapacité de le faire. Au prétexte d'éducation. Donc ça aussi, c'est que souvent la croyance, c'est parce que c'est de l'éducation, du cadre, etc., que en fait on veut imposer notre propre schéma, mais en fait on impose un schéma dérégulé. Donc en fait on n'impose rien du tout puisque on montre pas l'exemple de comment je fais pour me réguler moi avant de vouloir imposer ou en tout cas de vouloir apporter la nuance et les vérités qui sont peut-être les nôtres. Donc, c'est toujours intéressant, moi en tout cas, je matérialise ça comme ça, c'est le sas. Il faut que vous mettiez un sas entre ce que vous entendez et ce que vous réceptionnez, entre l'émetteur et le récepteur. Vous devez mettre un sas pour pouvoir en fait créer un espace qui, lui, va être cet espace de dérégulation émotionnelle, mais vous, du coup, vous ne le réceptionnez plus de cette façon-là. Qu'en fait, c'est l'espace qui va vous permettre de prendre le temps de décoder. Donc, au lieu d'être en réaction, vous allez être en sas, un peu figé, je vais dire, où en fait, vous allez prendre sur vous. Vous allez vous poser les questions de est-ce que je dramatise, est-ce que je moralise, est-ce que je me défends. Oui, et pas un sas biaisé par les conditionnements et les croyances, bien entendu. Ça, c'est ce qu'il faut travailler, mais c'est souvent là où ça bute. C'est parce qu'en fait, on a tellement de croyances éducatives qu'on n'arrive plus à faire la part des choses. Et on est persuadé de ce que l'on véhicule. Donc, parce qu'une croyance, souvent, on ne la remet pas en question. Donc, c'est là où il y a cette collusion qui ne va pas. Donc, il faut vraiment avoir un sas émotionnel de décodage, de traduction de ce qui se passe pour pouvoir, en fait, après, trouver les bons mots, la bonne énergie, la bonne façon d'avancer vers quelque chose qui soit plus construit et plus intéressant. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez la, la différence entre j'interprète et je comprends? Ok, super Amandine, merci beaucoup. Ouais, top. Est-ce que vous voyez ce que ça pourrait vous apporter d'avoir ce type de comportement et de compréhension? Comment un déclic comme celui-là peut changer énormément de choses? Donc, dans votre espace, dans votre sas que vous allez créer, parce que évidemment, on prend quand même les choses dans la figure, hein, on est bien d'accord. Quand ça m'arrive, j'ai quand même toujours un petit temps de recul. Je sais pas, voilà. On n'est pas des Bouddhas, on n'est pas en train de méditer toute la journée, même si je vous conseille d'en faire un petit peu ou de la respiration. Mais en tout cas, il faut à ce moment-là rentrer dans son sas, se dire, OK, d'accord, là, je prends le sas, je prends un peu de recul, je prends un peu de hauteur, je traduis, je comprends et je me contiens. Donc, c'est vraiment ces trois éléments, je traduis, je comprends, je contiens, qui sont importants. Bah, c'est déjà bien. Si tu arrives déjà à prendre du recul, pas encore à apaiser, ça c'est une chose après l'autre. Ce que je vous explique là, c'est du pas à pas, c'est de l'expérimentation. Vous allez tester, vous allez réussir, vous allez échouer, vous allez plus comprendre, vous allez recommencer, recommencer, recommencer. L'essentiel, c'est d'avoir des déclics et d'avancer un pas après l'autre. Donc, c'est vraiment faire ça, c'est pas donner, c'est pas être indifférent à ce qui se passe. Donc, c'est pas j'abandonne.
Parce que c'est pas parce qu'on ne va pas en confrontation qu'on abandonne, bien au contraire. C'est pas de l'indifférence ou de l'abandon, c'est de la maturité émotionnelle. Et souvent, face aux enfants, on manque de maturité émotionnelle parce que forcément, c'est notre chair, c'est notre sang. On a besoin euh, d'éduquer. Et quand on nous dit qu'on nous déteste et qu'on est des nuls et qu'on est les pires des mamans, etc., forcément, ça nous affecte. Surtout, nous, les mamans d'enfants neuroatypiques, parce que moi, ça me blessait énormément. Vous allez me dire vous, parce qu'on en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes. C'est un truc de fou. Donc, c'est extrêmement éprouvant pour nous et on se sent en fait blessé de ne pas être reconnu par nos enfants par rapport à ça. Je vais vous mettre un petit tips supplémentaire. N'oubliez pas une chose, c'est que l'enfant, quand il va être le plus dur avec vous, c'est en fait une forme de confiance qu'il a en vous, inconditionnelle, parce qu'il sait que vous êtes en capacité d'encaisser, de comprendre et de ne pas juger. Donc en fait, si on fait le chemin, il est en capacité, enfin, il s'autorise à être comme ça avec vous parce que dans le monde, en général, il ne le ferait pas. De peur d'être jugé, de peur d'être... Voilà. Alors, ça arrive que des enfants aient des comportements, des comportements provoquants et complexes aussi en dehors de la cellule familiale. Mais en général, la plupart du temps, quand vraiment ça se répète auprès de vous, c'est une forme de vraiment de positionnement en fait qui peut se permettre d'avoir, d'être lui-même, donc d'être le lui-même de l'instant, celui qui ne sait pas encore gérer, pour que vous puissiez lui apprendre. Donc c'est quoi la... Ouais, voilà. Tu vois, Laetitia, tu ramasses plus que le papa. Oui, parce que effectivement, le papa il est peut-être plus dur, il est peut-être donc c'est un rapport plus lié à la peur, et donc ils vont freiner, mais en même temps, c'est quand même qui ils sont et ils ont besoin que ça sorte et ils ont besoin aussi d'apprendre à se contrôler et pas forcément sur la peur. Donc, c'est quoi la maturité émotionnelle parentale? Voilà, vous avez compris là au travers de ce que je viens de de vous expliquer que en fait c'est une forme de d'écoute bienveillante. Ça c'est important, mais c'est aussi votre propre stabilité émotionnelle. Et ça on en parle moins souvent parce que on a on a souvent le sentiment que notre instabilité émotionnelle est déclenchée à cause de nos enfants. Moi, je mettrais de la nuance. Je pense qu'on est aussi, on s'instabilise, je ne sais pas si ça se dit, on se déstabilise aussi plutôt nous-mêmes par nos anxiétés, par nos peurs, par nos projections, etc., etc. Donc, notre insécurité émotionnelle, notre instabilité émotionnelle, elle ne naît pas que de nos enfants. Elle est aussi internalisée à nous-mêmes de vouloir, et je le vois dans vos questions, dans vos questionnements sur le groupe, etc., etc. C'est toujours, je veux aider mon enfant, je veux avancer, je veux que il puisse s'insérer dans le monde, etc., etc. Et ça, ces pensées incessantes, elles nous insécurisent et elles nous déstabilisent aussi. Je ne sais pas pourquoi je vais inventer un mot aujourd'hui. Donc, pour sécuriser, et notamment pour se sécuriser face à l'enfant neuroatypique, on ne nous demande pas d'être parfait. Donc, je ne sais plus qui mettait là tout à l'heure que ben, justement le problème, l'environnement, les injonctions, etc. Tout ce côté des autres, des jugements, de la culpabilisation, etc., c'est un besoin qu'on s'est créé de devenir des parents parfaits ou alors qu'on nous fait souvent, moi, dans ma mémoire, j'essaie de me rappeler exactement comment c'était. Dans ma mémoire, c'était comme mes enfants sont comme ça, il faut que ce soit parfait. Parce que, et ça, c'est quelque chose après, donc, quand j'ai retravaillé ça, je me suis dit, mais dans quelle mesure moi, pourquoi moi, en fait, au prétexte que mes enfants sont différents, je devrais être parfaite.
je ne vois pas pourquoi on m'imposerait ça et je me l'imposais aussi à moi-même. Donc, mon instabilité émotionnelle, elle venait aussi de mes propres peurs, de mes propres injonctions. En fait, si on se rajoute une couche, on en a déjà une quand même à gérer. Si on s'en rajoute une, deux, trois, quatre, nous-mêmes, en fait, on est responsable des couches qu'on se rajoute. Donc, à un moment donné, si on veut de la stabilité, si on veut réellement recréer du lien, retrouver de la communication, être plus apaisé, il faut qu'on prenne du recul et qu'on retrouve une stabilité émotionnelle. Donc, pour ça, en fait, il faut se détacher des choses qui se jouent à l'intérieur de nous, de notre cerveau, et qui nous empêchent, en fait, d'acquérir cette maturité émotionnelle et du coup, d'être vraiment en lien avec nos enfants. Parce que vraiment, la fatigue, l'instabilité émotionnelle, etc., on est très forte pour se rajouter toutes ces couches. Donc, il faut être en capacité d'entendre les je te déteste, les je veux mourir, sans les prendre pour ce qu'ils sont. Donc, je reviens à ce que j'expliquais, le SAS, on ne prend pas ce qui est dit pour argent comptant. On doit mener l'enquête et pour mener l'enquête, il faut être stable émotionnellement. Donc, vraiment, on doit apprendre à prendre de la hauteur, à mettre des sas émotionnels entre ce qui est dit, fait, certaines actions et ce que l'on ressent. Parce que en fait, on ne peut pas gérer les émotions de nos enfants si on vit sur nos ressentis émotionnels. Et on ne pourra plus tirer le faux du vrai aussi. Parce que, évidemment, on va mettre une nuance dans tout ce que je dis, et je l'ai déjà dit au préalable, si un enfant exprime des idées suicidaires persistantes, structurées, associées à des changements de comportement, des choses comme ça, il faut bien sûr veiller et aller voir ce qu'il en est et aller tout de suite mettre en place des choses avec des praticiens, dans des maisons de jeunes, etc., etc. Il va falloir comprendre qu'il y a le langage de détresse émotionnelle, celui des crises, des disputes, des colères, des non-gestions émotionnelles, et un langage émotionnel répété, comme par exemple la phobie scolaire, vraiment les pensées suicidaires, etc., etc. Ça peut évidemment arriver, pas que aux jeunes neuroatypiques, hein, on est bien d'accord. Mais donc, c'est juste pour mettre une nuance, parce que je ne veux pas non plus que vous vous disiez, ah, mon enfant, il en parle tout le temps, mais bon, Virginie, elle m'a dit ça. D'accord, on remet l'église au milieu du village, ce n'est pas mon propos. Je vous explique juste que dans un cerveau émotionnel TDAH, on a un langage de détresse impulsif. Donc ça peut être les mêmes phrases qui répètent sans cesse, mais c'est un langage de détresse d'impulsivité et pas quelque chose qui est récurrent dans le quotidien de votre vie, même si vous avez l'impression que ça l'est, évidemment. Donc on parle du langage où on se rend compte que c'est lié à l'incapacité de l'enfant, l'incapacité temporaire de l'enfant ou l'adolescent à réguler son émotion. Ça, c'est vraiment une différence fondamentale que je veux que vous ayez bien en tête. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet pour bien vous amener une nouvelle euh, possibilité de voir les choses. Parce qu'en fait, moi, mon objectif, que ce soit dans mes accompagnements, que ce soit sur le groupe, c'est de vous ouvrir les yeux sur ce que vous ne voyez pas encore pour l'instant parce que vous êtes trop impliqué dans la relation émotionnelle avec votre enfant. Donc, quand vous allez écrire sur le chat ou quand vous allez vous dire, mais mon enfant a fait ci, mon enfant a fait ça, mon enfant m'a dit ci et ça, c'est en fait, l'enfant est submergé,
Mais quand vous allez l'écrire, et continuez à l'écrire parce que ça nous permet d'avoir des échanges, je ne vous demande pas de ne pas l'écrire, c'est que votre enfant est submergé, mais vous l'êtes aussi. Et donc à ce moment-là, vous pouvez prendre le pouvoir sur vous et le contrôle sur vous-même. La seule personne sur laquelle vous avez du contrôle, c'est vous. Toutes les autres, vous n'en avez pas. Et si vous voulez en avoir, effectivement, souvent c'est ce qu'on veut avec les enfants, et notamment avec nos enfants neuroatypiques, ça crée des gros déséquilibres et ça crée énormément de frustration maternelle et éducative pour nous. Donc, vous n'allez pas forcément réussir à faire taire les mots, mais en revanche, vous allez apprendre à les lire. C'est une nouvelle lecture de ce que vous entendez. Pour cette nouvelle lecture, il faut aussi, bien entendu, dégommer ses croyances, etc., etc., etc. Passer à un nouveau level d'état d'esprit, déplacer votre état d'esprit, c'est vraiment important. Et puis ensuite, appliquer toutes les méthodes. Mais en tout cas, ce que je vous donne là, c'est vraiment actionnable de suite. Ça se creuse, ça s'apprend. On peut progresser par soi-même grâce à toutes ces conférences, tout ce que je fais. Et puis, vous savez aussi que je vous propose soit de venir 30 minutes avec moi pour qu'on dégoupille une ou plusieurs situations, ou en tout cas même parler de votre situation. Et puis également que j'accompagne les mamans sur toutes ces thématiques-là. Donc, j'accompagne sur 3 mois dans une cohorte là qui commence bientôt et dans des accompagnements individuels. Parce que les mamans, vous avez cette tendance à toujours voir, et j'étais exactement cette même maman, les choses au travers de l'enfant. Mais en fait, quand vous comprenez bien mieux ce que vit l'enfant, ce que vous vivez, que vous pouvez mettre des actions en place, et bien là, vous allez concrètement progresser, avancer beaucoup plus rapidement parce que vous allez avoir exactement la bonne méthodologie. Donc voilà, j'en ai terminé sur ce sujet aujourd'hui. Je vous propose de me poser vos questions. Je vais regarder le chat. Dites-moi déjà si c'était OK pour vous, si vous avez bien compris et ensuite si vous avez des questions plus précises, on va pouvoir y répondre également. Alors, je vais regarder le chat pour vous dire. Et si vous voulez poser des questions, ouvrir le micro, vous pouvez lever la main et comme ça, je pourrais avancer. Alors, donc le duel d'impuissance de Winnicott, ça, je m'étais arrêtée là. Oui, donc les croyances, ça c'est très juste, les croyances biaisent souvent ce que l'on pense de nos enfants. Donc souvent, quand on est en conflit avec eux, c'est lié à une croyance qui, en général, est une peur. Je comprends, mais l'application n'est pas là. Laetitia, tu es au bon endroit puisque on va travailler ça dès la semaine prochaine dans notre call de groupe sur la cohorte. L'écoute active. Oui, alors, sachez bien que l'écoute active, c'est top, mais ça ne suffit pas en fait. Parce que l'écoute active, ça va être je t'écoute, je te comprends, mais si moi-même ça me heurte, je vais être aussi émotionnellement touchée. Donc, en fait, mon écoute ne sera plus aussi juste que si je fais l'effort de sas pour traduire exactement ce que ça veut dire. Parce qu'avant de pouvoir écouter activement, il va falloir traduire l'état émotionnel intense de votre enfant. Donc, il faut d'abord passer par le sas. Mais bien sûr, l'écoute active, c'est hyper important. Prendre du recul et pas encore à apaiser, on en a parlé, c'est les premiers pas qui comptent et il faut vraiment le faire, s'entraîner et n'ayez pas peur de vous entraîner et même si vous échouez, c'est un entraînement et d'ailleurs c'est ce que je répète aux enfants, aux parents, plus vous vous entraînez, plus vous échouez, plus vous apprenez, plus vous arrivez à l'objectif que vous vous êtes fixé.
en France notamment, parce que je ne connais pas forcément les autres cultures, mais on a une culture de la réussite immédiate. Donc, quand on ne réussit pas, on est en échec. Donc, quand on est en échec, on est nul. Et quand on est nul, on ne peut pas avancer. Donc, moi, j'ai une toute autre analyse de la situation. Quand je suis en échec, c'est que je n'ai pas encore trouvé la bonne méthode. Mais je ne suis pas en échec parce que j'ai testé quelque chose. Je suis en échec si je suis en inaction. Donc, soyez en action. Oui, donc les papas, bah oui, les papas, ils n'ont pas tout à fait le même. Mais quand vous vous avancez, en fait, quand vous vous avancez et que vous obtenez des résultats, en fait, les pères, enfin, vous déjà, vous laissez plus la place forcément à cette façon de, à ce comportement, alors qui n'est pas forcément un mauvais comportement. Hein, les pères sont très, très aimants et voilà, mais ils sont aussi dans leurs croyances et les croyances des pères et les croyances des mères ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas toujours les mêmes réactions même si on a le même socle éducatif. Donc, il faut. Mais quand les parents avancent, quand la maman avance de son côté, eh bien, souvent, il y a une régulation qui se fait. Mais après, les papas, ils font aussi à leur manière. Et c'est pas forcément. J'ai pas de jugement. Hein, c'est pas forcément bon ou mauvais. Voilà, bien sûr. Il faut pas non plus faire peur aux enfants et véhiculer des choses. Mais ça, c'est juste naturel, quoi. Comment procéder quand le problème vient d'une rivalité entre la fratrie? Ah, sur la fratrie, oui. Alors, c'est, j'ai fait une conférence d'ailleurs sur la fratrie. La fratrie, c'est un autre sujet parce que la fratrie, elle est donc, je ne sais pas si. Alors, je vais lire toute la question. Est-ce que tous les enfants sont neuroatypiques ou pas? On est persuadé que je préfère son frère. Bon, les grands sont toujours persuadés qu'on préfère les plus petits. Et construire cette idée, je dis que c'est une harmonie, un ressenti. En fait, c'est son ressenti, c'est la façon dont elle perçoit les choses, et c'est souvent difficile en fait c'est difficile d'apaiser les situations. Donc en fait, Elisabeth, c'est toi, tu veux peut-être me dire quelque chose à ce sujet sur ta question? Oui, Virginie, Oui, bonjour. bonjour Elisabeth. Oui, ils sont tous les deux. Merci d'abord pour la conférence, très intéressante pour le coup, parce que nous, on est en plein dedans. Depuis quelques mois, c'est tout nouveau, mais voilà, j'essaye de m'adapter et de prendre sur moi, de prendre du recul, etc. Mais j'ai du mal, énormément de mal à désamorcer. Et Mhm. si tu veux, j'ai deux neuros atypiques, une de 9 ans, un de 6 ans et Ok. demi. Diagnostiqué pour la première, pas diagnostiqué pour le deuxième, mais ça va se C'est faire. en cours, ouais. Ma grande est toujours dans une comparaison Mm. systématique à l'autre. Donc forcément, je lui explique que ça apporte toujours que du malheur. En fait, on peut pas se comparer toujours. Et toujours dans le jugement de l'autre. Donc là, pareil, même principe. Et toujours à se dire, oui, tu préfères l'autre que moi, etc. Alors que j'essaye d'être le plus juste Juste possible. Alors, euh, et de les amener, eux, à trouver des solutions entre eux et des accords entre eux sur une problématique pour pas que moi j'ai à trancher et, euh, et ben ça va jamais en fait. ok. Donc, c'est un sujet vraiment à part entière. Donc, je vais te répondre de façon succincte, mais quand même, évidemment, Très bien, répondre à ta question. merci beaucoup. Et je te conseille, si tu veux qu'on en parle de façon plus approfondie, de réserver un call de 30 minutes. Comme ça, Mm, on pourra en parler de façon plus approfondie du sujet. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, ta fille, elle a chaque enfant que tu vas avoir, donc là, ils sont tous les deux neuroatypiques, ils ont leur mode de fonctionnement. Et donc, en fait, au travers de leur mode de fonctionnement, ils vont développer des demandes, des compétences, des frictions qui, toi, vont te sembler, tu vois, elle cherche en fait à comprendre ce qu'elle ressent. Et toi, tu dis, ben, elle compare, elle juge les autres, etc. etc. C'est vrai, hein, c'est ce qu'elle fait. mm, Mais en fait, c'est son mode de fonctionnement. Et donc, toi, aujourd'hui, tu voudrais réguler ce mode de fonctionnement et tu voudrais qu'ils puissent en fait ensemble trouver des solutions. Toi, tu n'as pas envie, parce qu'on est toujours dans cette idée d'égalité, et c'est bien sûr, c'est naturel, mais ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas mm. d'égalité, mais en fait, tu aimes tes enfants exactement de la même manière, mais tu vas adapter ton comportement, ton éducation, euh, pas les valeurs éducatives, pas la façon dont tu vas gérer la fratrie et ce que tu attends de ta famille, mais tu vas devoir adapter
en fonction de chaque personne. Et donc, quand tu adaptes, et donc c'est sans doute ce que tu fais naturellement, ta grande, elle a le sentiment qu'en fait, c'est une préférence à l'autre. Parce qu'elle aussi, ce qu'elle doit vivre, puisqu'elle a eu son diagnostic, etc., là récemment, elle doit vivre, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas assez bien pour les autres, pour ma mère et pour moi-même. Donc en fait, comment elle l'utilise? Elle l'utilise par le jugement des autres, parce que du coup, je juge les autres, c'est une forme d'effet miroir, c'est totalement inconscient. Je juge les autres, mais en fait, je me juge moi. Et quand je juge les autres, ça me rassure moi d'être quand même quelqu'un de bien. Donc c'est très subtil, elle a 9 ans, elle n'a pas du tout conscience de ça, toi non plus. Mhm. Mais c'est donc toi, tu dois vraiment, et là je parle aussi pour toutes les mamans, vous devez vraiment apprendre à décoder. Ce qu'elle te dit là, tu préfères mon frère, c'est pareil, c'est un langage de détresse en fait. C'est j'ai Mhm. besoin que tu t'intéresses à moi. C'est ça que ça veut dire. Oui, je vais pas monopoliser, mais oui, Non, effectivement, elle a non, un tu grand monopolises pas, c'est besoin Alexandre. de On venir en toujours parlera après. faire des câlins, de venir Voilà. toujours au contact physique. Mais sauf que bah, des fois, c'est hyper oppressant pour moi, en fait. Ça, Mm. En enfin, fait, tu vas j'aime manquer, les enfants, hein, mais je suis tu vas pas manquer de toujours. respiration. Moi, à un moment Ouais, donné, je disais, j'étouffe, j'arrive plus à respirer. Ça m'avait ouais. vraiment pris là. Je me sentais plus pouvoir respirer. Donc, il faut apprendre. Il faut apprendre à gérer tout ça. Et là, dans les débuts, ça fait partie des phases qui sont un peu compressées et aussi les âges des enfants qui Mm, sont, tu vois, des âges scolaires où ça nécessite beaucoup de mm, temps, beaucoup de soins, beaucoup de compréhension. Mais en fait, ça peut vraiment s'apprendre. Et pour ça, enfin, je prêche pour ma paroisse, mais parce que j'y crois et parce que je sais que ça fonctionne. J'ai déjà quand même accompagné une cinquantaine de mamans depuis que j'ai commencé. Et franchement, je pense qu'il y a vraiment du résultat. Ça, j'en suis convaincue. Mais en tout cas, l'accompagnement maternel, ou en tout cas mm. parental, c'est la base. Et en fait, c'est souvent ce qu'on prend en dernier recours. Donc, je parle Ouais. pas de mon accompagnement spécialement, mais je veux dire Mm, vraiment, c'est la base. Et moi, si ouais, j'avais commencé par l'accompagnement parental, j'aurais perdu beaucoup moins de temps. ouais, c'est sûr, Voilà. Donc, en c'est fait, sûr. vraiment, l'accompagnement parental, c'est la base. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé. Sauf que les mamans, la plupart du temps, on ne sait pas où aller. On n'a toujours qu'un indicateur, c'est la fameuse méthode Barclay, qui n'est pas une mauvaise méthode, mais c'est le seul indicateur que l'on ait. Et du coup, Mm, on n'a pas forcément des bases solides et on fait confiance à beaucoup de personnes, que ce soit les praticiens, des thérapeutes, etc. Et on n'est pas souvent aidé par rapport à ça. Donc ouais, voilà. c'est vrai, Donc en tout cas, c'est vrai. n'hésite pas à prendre ton rendez-vous de 30 minutes. Je pense qu'on pourra passer un bon moment toutes les deux et je pourrais te donner d'autres conseils. Merci pour ta question en tout cas. Merci, merci à toi, merci. Ritualiser les moments entre filles, créneau fixe par semaine. Oui, les rituels, exactement. Prendre du temps pour communiquer chaque jour avec chaque enfant aux 10 minutes, un quart d'heure seul. Ça, c'est très intéressant. Ça fait partie des choses que je préconise tout à fait. C'est-à-dire que passer 15 minutes avec ton enfant seul, donc si tu en as plusieurs, tu dois le faire à un moment dans la journée, le soir, au moment du dîner, peu importe, au moment où ton enfant est très réceptif. Et en fait, tu peux vraiment là créer du lien. Parce que l'idée, c'est vraiment nourrir le lien et recréer du lien. Comment faire quand son enfant me dit qu'il a du mal à l'école et du coup, il sait que ça me stresse beaucoup et il me le fait à chaque fois. Alors, en fait, Virginie, dans ta question, en fait, tu attends que ton enfant ait une réponse, euh, comment dirais-je, que ton enfant comprenne ta problématique émotionnelle. Et ça, en fait, il ne le fait pas à chaque fois pour te stresser, il le fait à chaque fois parce qu'il a besoin de t'en parler, il a besoin d'une réponse par rapport à ça. Donc, ce que je disais avant, c'est que émotionnellement, si toi, tu es déstabilisé par cette problématique, tu ne peux pas te mettre en relation avec lui par rapport à ça. Et lui, il a besoin d'en parler. Il est à l'école. L'école, c'est compliqué pour les enfants neuroatypiques, pour beaucoup d'enfants neuroatypiques.
Et du coup, il a besoin de le décharger à quelque part. Donc, en fait, il sait que ça te stresse, mais lui, il n'y peut rien. C'est comme j'expliquais avant avec l'histoire de mon fils. Je ne peux pas faire autrement. J'ai besoin de t'en parler. Tu attends que ton fils il ait une réponse à ce que toi, tu as besoin, c'est-à-dire qu'il ne te stresse pas sur cette situation parce qu'elle te pose problème, mais lui, il a besoin d'une réponse. Donc, c'est là où il faut vraiment créer ce sas émotionnel pour que toi, tu te dises, OK, donc pourquoi ça me stresse? Qu'est-ce qui me fait peur dans tout ça? Et que toi, tu régules ça pour, une fois pour toutes, avoir la conversation avec lui pour trouver les bonnes réponses. Tant qu'il n'aura pas de réponse à sa question, il viendra te la poser. Et c'est pas qu'il ne prend pas en compte ton stress, c'est que lui, intérieurement, il ne peut pas faire autrement. Est-ce que ça répond à ta question? Pas sûr que forcément c'est la réponse que tu as envie d'entendre, mais c'est vraiment ça en fait. C'est qu'on ne peut pas, moi, il y a des choses, j'aime pas en parler avec mes enfants, il y a des choses qui me stressent, mais quand ils viennent avec ces conversations, je les prends à bras le corps. J'ai appris à les prendre à bras le corps. On a tous des choses dont on n'a pas envie de parler forcément ou qui nous angoissent, et l'école, ça peut être une grosse angoisse, mais je suis quand même voilà, je n'ai pas le choix. Alors, pour terminer et finir, il faut que tu lui poses des questions. Il faut que tu lui poses des questions, que déjà tu le laisses s'exprimer. Donc, quand vous avez ces conversations avec vos enfants, n'essayez pas de trouver de solutions, n'essayez pas de vouloir les juger, de pas, essayez juste de comprendre et d'entendre ce qu'il a envie de dire. Si ça se trouve, il a juste envie d'en parler. Il n'a même pas envie que tu lui trouves de solutions, il n'a rien envie d'entendre. Il a juste envie d'entendre, ah oui, je te comprends, ça ne doit pas être facile pour toi. Ça peut être une solution. Ça va pas être facile pour toi, je te comprends. Est-ce que je peux t'aider dans quelque chose? Voilà, mais sinon je t'écoute. Voilà, juste, ils n'ont pas forcément besoin de grand-chose, mais juste de sentir qu'on les comprend, qu'on les entend et qu'on ne les juge pas par rapport à ce qu'ils ressentent. C'est énorme. C'est déjà suffisant en fait. On croit toujours qu'il faut qu'on trouve des réponses et des solutions. Ça, c'est notre grande quête. Mais en fait, non. Ça peut être très simple. Juste, je te comprends, je respecte ce que tu me dis. Voilà, je t'écoute et ça suffit déjà pour se sentir rassuré. Alors, Audrey, comment désamorcer les négociations permanentes? Alors là, ça, c'est un sujet à part entière qui n'a pas vraiment de rapport avec le sujet d'aujourd'hui, mais tu ne pourras jamais désamorcer les négociations permanentes. Ça fait partie du jeu. Donc, en fait, tu peux accepter mieux les négociations permanentes. Tu peux ne plus les voir comme des négociations permanentes, parce que ça veut dire quoi une négociation permanente? Est-ce que c'est parce qu'on refuse d'obtenir, enfin, il y a un refus de l'enfant et qu'on n'obtient jamais ce que l'on veut? C'est complexe. On peut en parler lors d'un rendez-vous 30 minutes, mais en tout cas, ça ne se désamorce pas, en fait. Ou alors, il faut dire oui tout le temps. Il faut être d'accord avec eux tout le temps. Mais en fait, ça fait partie de... En fait, c'est pas de la négociation permanente, ça fait partie intégrante du comportement. Donc pour ça, il faut soi-même avoir, c'est la même chose que dans les paroles de détresse, il faut avoir un sas. En fait, ça, je vous l'apprends vraiment, vraiment en profondeur dans le programme. C'est comment on crée tous ces sas, en fait. Comment et pourquoi c'est utile. Il y a vraiment tous ces outils, je vous les propose dans le programme, mais c'est ce que ça nécessite vraiment du temps, de la compréhension et de se dépouiller d'un certain nombre de choses. Mais donc voilà, il n'y a pas de truc magique qui désamorce les négociations permanentes parce qu'en fait, ça fait partie intégrante d'eux. L'école a un certain choix si besoin sont études, instruction en famille, alternative. Tout à fait, en fait. Mais il faut déjà, ta réponse est très juste, il faut déjà laisser s'exprimer l'enfant pour vraiment comprendre ce qui se joue et comment on peut l'adapter. Les outils de la méthode Barclay, mais j'aimerais connaître des outils complémentaires car comprendre ne suffit pas. Exactement.
Ouais, tout à fait. Bah, la méthode Barclay, chez nous, ça n'a pas du tout fonctionné. Voilà. Parce que ce n'étaient pas des outils qui étaient adaptés au comportement de mes enfants, qui sont des très grands négociateurs d'ailleurs. Je pense que le GIGN a intérêt à se tenir à carreau s'ils veulent venir négocier avec nos enfants. Parce que, ou alors ils vont devenir des pros du GIGN pour les négos. Donc oui, la méthode Barclay, c'est très bien, mais les outils complémentaires, c'est clair que ça s'apprend en pratiquant, en comprenant un certain nombre de choses. Et vraiment, Audrey, bah, si tu veux en savoir plus et si tu veux déjà parler de tout ça, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Je vais vous mettre le lien là, mais vous l'avez aussi dans le groupe. Je n'ai pas forcément prévu. Tout. Je suppose, je l'ai mis. Ah, là voilà. Pour celles qui souhaitent. Hop, je vous le mets dans le chat. Vous pouvez reprendre. Voilà. Au revoir Amandine, bonne journée. Audrey, merci à toi pour cette question qui est toujours intéressante et je sais qu'elle fait couler beaucoup de salive la question des négociations. Voilà, est-ce que quelqu'un d'autre a encore une question, envie de dire quelque chose pour aujourd'hui? Tac. Donc, le langage de détresse, vous avez compris à présent que c'est plutôt une façon dérégulée d'exprimer quelque chose qu'on n'arrive pas à réellement contenir et qu'il vaut mieux essayer plutôt de traduire, donc créer votre sas émotionnel pour créer la traduction, la compréhension et du coup arriver à mieux vous contenir finalement par rapport à tout ce que vous entendez. Parce que ce qu'on entend, si on l'intègre de façon trop intense, ça devient notre réalité et du coup les ruminations sont euh, deviennent, en fait, ces ruminations et ces pensées deviennent des réalités. Et on n'arrive plus à faire nous-mêmes la part des choses et à voir un peu le faux du vrai. Et c'est souvent ce qui crée en fait tous ces questionnements dont on n'arrive plus à se sortir. Eh bien voilà, je vous souhaite à toutes une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Je pense, comme j'ai pas fait de conférence au mois de janvier, je vais en faire deux en mars. Je souhaite à celles qui sont en vacances de belles vacances et à celles qui reprennent, enfin où les enfants reprennent la semaine prochaine, bon retour. Et puis, merci beaucoup pour tous vos cœurs, vos encouragements. Moi aussi, je vous fais un petit cœur. Tac. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Allez-y. À bientôt.